Bonjour, merci d'être venus si nombreux pour un sujet un peu abstrait par rapport à l'habitude, mais pourquoi pas. Donc du coup, je suis Sébastien Lahoux, je suis là depuis un peu beaucoup d'années chez Ubique. Je ne vais pas les dénombrer. Donc je suis tech lead sur du full stack, sur du Java, du TypeScript principalement. Là, je suis actuellement chez ADO. Donc en tant que tech lead, j'ai la charge de m'assurer que les projets soient maintenables, que le code, on ait le moins d'aide technique possible. Ouais. Donc, pour la mission Apollo, la NASA a voulu vraiment prendre le moins de risques possible pour faire redécoller les astronautes depuis la Lune. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à réduire le nombre de pièces mobiles à 4 seulement pour tout ce qui est décollage. Pour vraiment s'assurer qu'il y ait le moins de problèmes possible. Dès qu'il y a une pièce mobile en ingénierie, il peut y avoir, elle peut tomber en échec. Donc ce serait con de ne pas pouvoir repartir de la ligne. Donc on va essayer de faire la même chose, mais avec les programmes informatiques. Donc la présentation, donc aujourd'hui on va voir les problèmes de tout ce qui est objet immutable. On va avoir une solution, donc l'immutabilité. Comment ça s'implémente, et on va voir un refactoring d'un exemple concret qui vient du code de mon projet actuel. Donc les problèmes. Il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est de maîtriser comment on initialise un objet. Donc un objet qui est immutable, on peut lui changer, enfin, il y a beaucoup de setters. Donc, grosso modo, il y a des setters et on peut changer ces valeurs, ces champs au fur et à mesure du temps. Donc là, on va créer un nouveau truc, tous ces champs sont nuls. On va mettre le statut valide, on va initialiser des bidules, et en fonction d'une condition, finalement, on va réinitialiser le bidule, et on va mettre un statut invalide. Donc là, c'est simplifié, mais dans le code réel, dans des projets, on a pas mal de fonctions qui appellent d'autres fonctions. Et quand on veut débugger un problème en production, par exemple, il faut vérifier quelles sont les étapes de création de l'objet. Et du coup, on peut être induit en erreur par des faux détours. Et après, on ne sait pas si les champs sont nuls, si c'est vraiment voulu, ou si c'est juste temporairement, ou s'il y a eu un bug, finalement on n'a pas initialisé les champs. Donc l'un des premiers problèmes, c'est l'initialisation qui est complexe. Donc avec un objet immutable, donc on ne peut pas modifier ses champs après coup, donc on va forcément passer par le constructeur. Donc on va définir à un seul endroit quelle est la valeur de tous les champs. Donc le statut, il est toujours, s'il ne passe pas de valide à invalide, il est toujours valide. Et le bidule, on l'a créé qu'une seule fois. Et le constructeur va pouvoir vraiment vérifier que l'objet, tous les paramètres qu'on lui a passés permettent de créer un objet valide. Un deuxième problème, c'est quand on a beaucoup de setters à appeler pour créer un objet, c'est qu'on va peut-être pouvoir en oublier. Donc là, si vous avez le bon œil, je vais vous donner la solution directe, mais ici, on initialise le G quelque chose, on ne l'initialise pas là, et là, le Y, on ne l'initialise pas là. Donc c'est au fur et à mesure de l'évolution des objets, on va rajouter des champs, et il va falloir penser à le réinitialiser partout, et forcément, on va en oublier à certains endroits. Donc là, on va passer par un constructeur pour l'objet immutable, et du coup, on est sûr de tout initialiser, sinon ça ne compile pas. On peut aussi avoir des dommages collatéraux, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, ici, on crée un bidule, et on va l'assigner à 2 endroits dans une liste, et après, on va modifier juste le deuxième champ, on va changer sa hauteur. Et en fait, sans le savoir, cette méthode qui peut se trouver beaucoup plus loin dans le code, on ne voit pas qu'en fait on va modifier aussi la hauteur du bidule 0. Donc ça, on va modifier plusieurs objets alors qu'on pensait modifier qu'un seul objet à la fois. Donc là, ça va se résoudre par le fait que un objet étant immutable, on va créer des copies. Si on ne va pas pouvoir modifier l'objet,
on va créer une copie en changeant juste un champ. Donc là, je vais créer une copie de ce bidule-là avec juste la nouvelle hauteur et je vais réinitialiser, redéfinir le nouvel objet via ce setter. Et après, on a aussi des problèmes sur le multithread. C'est s'il y a des états qui changent en cours de route, si on a des objets qui sont partagés entre plusieurs threads, on peut avoir des problématiques. Donc, par exemple, ici, pour faire le calcul, on va définir des prérequis, on fait le calcul, et ensuite on vérifie l'état. Si jamais l'exécution, si deux threads exécutent la même chose en même temps sur des objets différents, ils pourraient intervertir des variables internes. Donc, du coup, on rajoute des synchronize, mais il y a des endroits où on ne peut pas le faire, où on rajoute pas mal de code pour se protéger de ça. Alors que, comme vous l'aurez compris, avec les objets immutables, vu qu'ils ne changent pas, il n'y a pas ce genre de problème-là. On va créer une copie de l'objet et on va juste vérifier son état. On va faire la même vérification qu'avant, mais sur une copie. Et même, donc, ce qui permet de s'affranchir de ce genre de problème de synchronisation. Donc la solution, donc on vient de commencer à voir comment ça fonctionnait. Donc là on va juste récapituler. Donc c'est un objet immutable, c'est un objet qu'on ne modifie pas après sa construction. Donc la construction est atomique. On n'a aucun setter pour modifier ces champs. Ces champs sont donc finaux. Et quand on veut modifier une valeur, avoir une valeur, quand on veut modifier une valeur, on va créer une copie. Et du coup, on va repasser par le constructeur et on va revalider que l'état de la copie est bien correct. Donc les objets immutables, ça existe déjà en Java, c'est pas de nouveauté, c'est par exemple l'objet string, on ne peut pas modifier le caractère numéro 18 d'une chaîne de caractères comme on pourrait le faire en C. Donc ça pareil, ça induit pas mal d'erreurs côté C ou C++, ce genre de choses. Big décimal, pareil, quand on veut ajouter des montants, il faut créer un troisième big décimal. Tous les numbers. Ouais. Et tout ce qui est date depuis Java 8, donc c'est géré par des instants, local date, offset date time, ce genre de choses, sont aussi des objets immutables pour profiter de cette sécurité, de toutes les sécurités qu'on a vues il y a des problèmes. Et du coup, nous, on va pouvoir créer nos propres objets immutables. Donc, on va faire ça quand on va vouloir encapsuler un groupe de champs qui sont cohérents. Donc, par exemple, une adresse, c'est une rue, une ville, un pays, un code postal, ce genre de choses. Si on change l'un des champs, en fait, ça revient à déménager. Donc, du coup, autant créer un nouvel objet. Et on ne déménage pas si souvent que ça. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons d'appeler le setter. Pareil pour un montant avec cette devise pour créer un objet argent. Un nom complet, pareil, si on change le prénom, c'est pas la même personne, même si c'est le même nom de famille, c'est pas la même personne. Donc c'est pas gênant de créer des copies à chaque fois. Et c'est même voulu. Pareil quand on mixe des couleurs, etc. C'est le même principe. Donc voilà, vous allez me dire c'est un peu contraignant de toujours devoir créer des copies, de repasser par le constructeur. Donc oui et non, vous allez commencer à lire. En gros, à chaque évolution des langages de programmation, on se rajoute des contraintes, mais à chaque fois, c'est pour pouvoir se faciliter la vie sur des problèmes qu'on va éviter. Par exemple, tout au début en assembleur ou les premiers langages, il y avait des goto, vous pouvez passer d'une ligne à une autre dans n'importe quel endroit du programme. Donc on a supprimé cette possibilité en rajoutant des boucles for, des if, mais ça permet de mieux structurer le code, de vraiment voir... le code décrit plus le besoin métier plutôt que des go-to très techniques. Pareil pour l'accès à la mémoire, petit à petit on a rajouté la programmation orientée objet. Et l'immutabilité, c'est l'étape d'après, c'est la programmation fonctionnelle.
Donc sans aller peut-être juste jusqu'à cette programmation fonctionnelle, juste en prenant le concept d'immutabilité dans son code, ça peut déjà permettre de rajouter des sécurités en plus. Donc comment ça s'implémente? Comment on va créer nos propres objets immutables? Donc comme je l'ai dit, tous les champs sont final. On a un constructeur qui initialise tous les champs. Bon, là, il n'y en a qu'un seul. On n'a pas de getter. On n'a pas de setter, pardon. Par contre, on peut avoir des getters, des equals, hashcode, etc. Ça, c'est assez standard. Mais, et la classe, il est recommandé de la mettre final. On va voir juste après pourquoi. Donc ça, c'est aussi simple que ça de créer un objet immutable. En Lombok, on a la notation @value, donc qui crée le constructeur qui met les champs en private, en final, la classe en final, qui rajoute les getters, ce genre de choses. Donc c'est équivalent. Et depuis Java 16, on a les records, qui sont donc c'est un type de classe particulier qui fait ce genre d'immutabilité, qui implémente cette immutabilité. Et donc de plus en plus, j'imagine que dans les frameworks plus tard, on va prendre avantage de ces records-là qui sont devenus standards. Donc de plus en plus de bibliothèques vont prendre en compte cette nouvelle façon de développer. Donc quand on crée ces objets immutables, il y a quelques petits pièges à éviter. Par exemple, il faut que tous les champs d'objets immutables soient eux-mêmes immutables, ou alors il va falloir créer une copie. Donc là, par exemple, on a une liste de noms qui peut être modifiée. On va créer notre nouvel objet immutable en passant les noms en paramètres. Mais si après on rajoute un nom, eh ben, ça va modifier notre objet qui était théoriquement non modifiable. Donc il faut, dans le constructeur, créer une copie de la liste pour être sûr que ce add-là n'ait pas d'impact. Et pareil, quand on fait un get de la liste, soit il faut qu'en interne les names soient immutables, soit dans le getter, il faut créer une copie à chaque fois. C'est l'un des plus grands pièges. Donc là, c'était sur les listes, mais il y a d'autres objets. Si on manipule des objets date à l'ancienne, qui sont immutables, bah, pareil, il faudra faire des copies. Donc l'héritage est fortement déconseillé. Donc par défaut, avec Lombok, le @value on interdit l'héritage de la classe final. Pareil avec les records, mais ça, on ne peut pas le changer pour que ce soit héritable. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc on a un objet immutable, on pourrait créer une classe qui étend cet objet immutable et qui resurcharge les getters pour fournir une variable qui est immutable. En fait. Donc là, on a un user avec un set. Donc on utilise l'ID qui est dans cet objet-là et pas l'ID du user ID. Mais d'un point de vue extérieur, on a un objet immutable. Par contre, à l'inverse, c'est le comportement extérieur de la classe qui doit avoir un aspect immutable. À l'intérieur, on peut avoir des variables. Donc là, par exemple, les variables immutables. Par exemple, ces deux champs-là ne sont pas final parce que on veut calculer quelque chose qui est coûteux. On veut le calculer vraiment au dernier moment avec du lazy loading. Mais d'un point de vue externe, peu importe le nombre de fois où on appelle get, on aura toujours le même résultat. Peu importe si on l'appelle sur plusieurs threads, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact entre les deux. Donc là, c'est le cas. Donc la mutabilité en interne est autorisée. Il faut juste faire attention à ce qu'on expose. Donc ça, c'était sur la partie théorique. N'hésitez pas s'il y a des questions. Donc là, on va voir comment l'appliquer donc sur un projet, sur un code qui ressemble à peu près à un projet sur lequel je suis actuellement. Et on va voir comment on a pu détecter des bugs qui étaient là depuis quelques temps, juste en appliquant ces principes-là. Donc l'application d'exemple, c'est du relevé de prix. Donc on va avoir une liste de produits. Pour chaque produit, on peut avoir plusieurs vendeurs, que ce soit magasin ou site internet ou autre. On a le prix, forcément, et la devise, et une conversion en euros. Après, on pourra insérer des nouvelles lignes, et on pourra importer un fichier Excel pour importer
des prix en masse. Et on a aussi le prérequis que chaque valeur, donc chaque montant ou chaque devise, sera historisé. Donc on pourra savoir qui a changé la valeur, quand et pourquoi. Est-ce que c'était via une saisie, via un import, via une création de ligne. Donc les gestes métiers de l'application, donc c'est le chargement de l'écran, le chargement de cet écran. Quand on clique sur le bouton insérer une ligne, on rajoute une nouvelle ligne, vide par défaut. On peut changer le montant, changer la devise ou importer un fichier Excel. Et les 4 derniers gestes métiers seront à historiser. Voilà. Maintenant, on est prêt à rentrer un petit peu dans le code. Donc les classes dont on aura besoin, c'est price report, c'est toute une ligne. Price, c'est un amount en bit décimal plus une currency. On a une classe edit qui fait toute l'infobulle avec une classe user et une enum action pour faire import, edit ou create. Voilà, ça c'est pour avoir les classes en tête. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever tout ce qui est notion d'héritage, parce qu'on a vu que dans les value objects, on voyait mieux pas hériter de l'objet. Donc là actuellement on a l'objet edit qui hérite de user. L'objet edit c'est ce machin-là qui hérite de user parce qu'on avait c'était pratique, on récupère les deux champs. Donc là ce qu'on va faire c'est plutôt de la composition, c'est edit contiendra un utilisateur. Et comme ça on a plus d'héritage. Et sachant que la classe user elle avait juste deux champs, le login et le full name. Donc en fait on faisait de l'héritage juste pour deux champs. Et ça va déjà commencer à simplifier du code. Plutôt que de faire deux sets, on fait juste un seul set sur la ligne, sur l'édition. Donc ça c'est le prérequis on va dire. Après on va transformer en value object, donc là pour l'instant j'utilise Lombok, donc ça va être simple et assez répétitif. Donc là ça permet déjà de voir les classes, à quoi elles ressemblent. Donc on avait plusieurs constructeurs, plusieurs builders, des setters qui étaient là-dedans. Donc on pouvait modifier l'objet de 50 façons différentes. Donc là maintenant on transforme en value object, donc ça crée le constructeur, ça met les champs en private final et ça crée les getters. Donc l'edit, le currency, donc on a un code et on a le taux de change pour le transformer en euros pour l'afficher sur la dernière colonne sur l'écran. Et le price, ça c'est pareil. On a un amount et un currency, et on a l'édition, la dernière édition de ces deux champs. Et enfin, la ligne, l'objet price report, lui, on ne va pas le transformer en value object parce que c'est l'entité qu'on va sauvegarder en base de données. Donc il faut quand même pouvoir modifier son prix. Par contre, on va essayer d'appliquer le plus possible les concepts de l'immutabilité. On va mettre les champs en final parce qu'une fois que la ligne est créée, on n'a pas vraiment besoin de modifier le produit ou le vendeur. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, ça ne compile plus. Parce qu'il y a tous les setters à enlever, donc on va les faire une par une. Donc, dans le cas d'utilisation du chargement de l'écran, ce qu'on faisait, c'est qu'on rafraîchissait le taux de change à partir d'un service ou d'une base de données ou peu importe. Donc on récupère les lignes en base, on modifie chacun des taux de change et après on l'affiche à l'utilisateur. Donc là, ça passait par un simple setter pour chaque currency. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va voir que c'est juste dans un premier temps, il ne faut pas s'affoler. Donc là, on crée un nouveau prix en reprenant l'ancien amount, l'ancien edit, les deux anciens edits, et on change la currency en gardant l'ancien code, mais en changeant vraiment l'exchange rate. Donc là, c'est un peu plus compliqué, donc c'est pour ça qu'il y a un to-do. Il va falloir simplifier un peu ça juste après. Le code fait fondamentalement la même chose. Quand on insère une ligne, donc on a cliqué sur le bouton insérer une ligne, on va dire qu'il y a une pop-up qui permet de choisir le produit et choisir le vendeur.
Donc on arrive là, où on va créer, le price report, on va lui assigner le produit qu'on a sélectionné, le vendeur et le prix. Donc le prix, on va lui définir sa currency. Par défaut, l'amount est nul, parce que par défaut, il n'y a rien de saisi, le champ est vide. Et du coup, on va historiser aussi le fait qu'on ait fait une action de création, là maintenant, et c'est l'utilisateur connecté qui en est l'origine. Donc ça se transforme juste en un appel de constructeur. Pour le price aussi, sauf que maintenant, on a les deux champs qui sont obligatoires. Donc là, on va pouvoir se poser la question, le amount, est-ce qu'il est vraiment nul? Donc là, c'est voulu, donc on va vraiment le mettre à nul. Mais ça permet de documenter, bah oui, c'est pas un oubli. On n'a pas oublié d'appeler le set amount, c'est normal dans le cas d'utilisation. Et là, donc il y a des to-do que j'ai rajoutés qui étaient vraiment c'était vraiment les bugs qu'on avait dans le code existant. Alors l'application faisait sensiblement une chose différente, mais le fonctionnement était globalement le même. Donc en gros, vu qu'on n'avait pas mis le set amount, ben, on avait oublié de mettre le set creation edit pour l'amount. Là, le constructeur va nous forcer à se poser la question et de se dire ah oui, j'ai oublié de le mettre. Et sinon, ça ne compilera pas. Et là, ça ne change pas grand-chose. Quand on met à jour, donc quand on saisit un montant dans l'écran, donc là c'était donc on prend la ligne, on prend son prix et on change son amount et on l'historise. Donc on récupère last edit, on lui change l'action d'édition, on lui change l'utilisateur. Là pareil, il manquait quand est-ce que l'édition avait été faite dans le code. Donc ça va se traduire dans le nouveau code par, on crée un new price, on crée un new edit, et encore toujours la même chose, le constructeur a besoin de 3 paramètres pour l'edit, donc on n'oublie pas de les mettre. Donc là l'instant.no et on sait qu'il faut le mettre. Et pareil, ça complexifie temporairement un petit peu le code. Ce qui nous intéresse, c'est on change l'amount et on change l'edit. Par contre, on reprend l'ancienne currency et la currency, on ne la change pas. Donc on reprend les anciennes valeurs. Donc ça, on verra après comment simplifier. Update currency, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est l'inverse. Donc c'est l'inverse, on reprend les anciens amounts et on change la currency et l'éditeur de cette currency. Donc ce qu'on avait comme bug dans l'ancien programme, c'est qu'en fait on faisait le set last amount edit alors qu'il fallait faire un set currency edit. Set last currency edit. Donc on a modifié le mauvais champ. Donc là vous allez me dire, bah effectivement là on a mis le bon edit, mais si on avait échangé ces deux-là, on aurait eu le même bug. Mais on va voir juste après, en simplifiant cet appel de constructeur, on va voir comment on peut aussi éviter ce bug-là. Donc là, on arrive à la dernière classe, qui est l'import, qui elle est un peu plus simple. Lors de l'import Excel, on change l'amount par rapport à la colonne Excel avec l'amount, on change la currency aussi, et on change le last edit. Par contre, il faut changer le last edit des deux, vu qu'on a changé les deux amounts. Et là, dans le code précédent, il n'y avait que un seul des edits qui était modifié. Donc là, pareil, on va être forcé de tout changer pour que ça compile, donc pour que le programme fonctionne correctement. Donc voilà, on a vu comme maintenant c'est bon, on a des objets immutables, on passe par les constructeurs. Le constructeur peut valider que l'objet est bien créé avec les bonnes règles métier, ce genre de choses. Mais on a quand même du code qui est un peu compliqué. Donc c'est là qu'on va appliquer des techniques qui sont par exemple les static factory ou des méthodes with. Donc là on va commencer par une méthode with. En gros, on va se dire tout ce qui nous intéresse ici, c'est donc là on est sur le get price report, c'est de garder le même prix mais en changeant juste l'exchange rate. Donc en gros on va traduire ça dans le code, on veut garder ce prix là en changeant l'exchange rate et cet appel de constructeur sera
pas caché, mais enfin, il sera mutualisé dans une méthode qui sera propre à l'objet price. Et on n'aura pas à le refaire à plusieurs endroits. Parce que ce genre de code, on pourrait l'avoir quand l'application commence à grandir, on peut l'avoir à pas mal d'endroits. Donc devoir copier-coller ce genre de code, c'est un peu lourd. Donc, et on peut le faire différemment, on peut introduire des bugs différents à chaque fois. Donc là, on va mutualiser tout ça dans une seule fonction. Et donc, si on compare avant refactoring, pendant refactoring et après, finalement, effectivement, le code est légèrement plus verbeux, mais ça reste encore gérable et on a toutes les sécurités qu'on a évoquées précédemment. Pour l'insertion d'un prix, donc ça c'est le code après le premier refactor, donc qui contenait pas mal de choses. On peut aussi créer une méthode price.create, et quand on veut créer un price, on a juste besoin du currency et toutes ces règles métiers comme quoi par défaut c'est nul ou autre, pareil c'est externalisé dans une seule méthode. Donc ça s'appelle des static factory, parce que c'est une méthode statique qui crée le new. Donc c'est un factory qui crée le new. Et on en profite aussi pour simplifier la création du edit. On a 3 paramètres. On peut juste créer une static factory avec juste no pour encoder le deuxième paramètre, entre guillemets, et juste fournir les 2 autres paramètres. Donc ça réduit encore le code et ça garde la même sémantique. Pour mettre à jour un montant, on applique à peu près le même principe, sauf que là c'est encore plus, ça saute plus aux yeux qu'on gagne en visibilité. On va créer une méthode with, et cette fois-ci qui prend 2 paramètres. Donc on va vraiment créer des méthodes with qui ont un sens métier. Donc quand on change l'amount, quand on change le montant, il faut l'historiser. Ça c'est une requête qui était demandée. Du coup, la méthode with edited amount, déjà un nom qui permet de savoir que c'est quand on édite un amount, elle prend 2 paramètres et on ne l'oubliera jamais. Peu importe le nombre de fois on va mettre à jour le prix. Donc ça simplifie le code et ça permet aussi d'enlever d'autres bugs. Quand on met à jour la devise, c'est pareil, c'est le même délire. Et donc là, je mets le code un petit peu de ces méthodes with, ou c'est static factory. Donc, sans surprise, le static now, il fait un new edit avec les 3 champs. Là, j'ai utilisé Lombok pour rajouter la méthode with. Donc, on n'a pas besoin de la coder en faisant new currency, on reprend tous les anciens codes, les anciens champs, et on change juste un champ. Ça, il peut le faire lui-même. Là, c'est un petit peu plus velu, mais c'est juste pour dire que le price.create, il crée le nouvel objet. With edited amount, c'est là on a mutualisé le changement d'amount à un seul endroit. Donc si jamais on avait inversé les 2 edits, ça peut arriver, mais on aurait le bug qu'une seule fois. Comme la méthode est appelée à plusieurs endroits, on le corrige une fois, on est sûr que ça ne se produira plus jamais. Donc là c'est pareil, et là c'est pareil. Et donc une étape optionnelle. Donc première étape c'était enlever les extents. Deuxième étape, transformer en WebObject. Troisième, on simplifie un peu le code. Et une fois qu'on a fait ça, tout passe par le constructeur. Du coup, on peut, ou par des méthodes with, ce genre de choses. Et donc, on peut encoder des vérifications de métier directement. Par exemple, dans le constructeur, on se dit que tous ces champs-là ne sont pas nulables. Donc, on renvoie une exception si jamais l'un des champs est nul. Il n'y a que ce champ qui est nulable, que l'amount. Et vu que tout le code passe par des with ou des static factory, qui eux-mêmes passent par le constructeur, on est sûr que la règle sera toujours appliquée, on la code à un seul endroit. Et pareil pour ce
qu'on peut vouloir faire, on peut même rajouter. Donc là, c'est des règles qu'on a rajoutées. On dit que si quelqu'un change un montant mais met le même montant, on ne voudrait pas perdre l'historique de qui est-ce qui avait mis le montant en premier. Donc là, on se dit si jamais le nouveau montant est le même que l'ancien, alors on retourne l'objet actuel et on ne tient pas compte de qui a fait la surédition. C'est le petit bonus qu'on peut avoir en faisant ce genre de choses. Voilà. Donc pour conclure, tous les bugs qu'on avait vus dans l'ancien projet maintenant sont devenus des erreurs de compilation. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus serein quand on fait ses refactoring ou quand on fait des corrections de bugs. Et on en a profité aussi pour créer des méthodes réutilisables qui ont un nom métier, qui ont un sens métier. Le Wiz quelque chose ou les Static Factory, on leur donne un nom pour dire dans quel cas les utiliser. Si on n'utilisait que les new, ben ouais, on voit qu'on crée un objet, mais dans quel but? Est-ce que du coup on a initialisé les bons champs? Là, en se forçant à ne pas passer par les new, mais en passant par l'une des bonnes méthodes pour le geste métier qu'on veut faire, on documente mieux le code et même juste quelqu'un qui relit la pull request, il peut juste en lisant le code voir si sémantiquement ça a une cohérence ou pas. Donc on a vu que le code est plus simple, on est passé par une étape où le code était un peu plus compliqué, mais on est revenu sur du code relativement simple, même s'il est moins simple qu'avec juste des getters. Et on a permis de rajouter des vérifications métiers dans les objets. Donc mission accomplie, on a fait comme la NASA, on a moins de parties mobiles dans le code, moins de setters. Donc le code que j'ai montré en diapositive, je l'ai mis sur GitHub. Donc c'est ce qu'on appelle, ça peut être utilisé en tant qu'exercice. Donc on peut reprendre la branche main et puis refaire une par une les étapes si on veut. Et il y a les branches de solutions aussi. Et après, donc, il y a une question qui arrivera sûrement. C'est comment on fait dans Hibernate qui demande un constructeur vide ou qui demande des setters ou des champs qui peuvent muter. Dans ces cas-là, en général, on a une grosse entité qui contient plein de champs. On peut se dire, tiens, on regrouper plusieurs champs logiquement et créer vraiment des value objects sur des groupes de champs. Et ça, on l'utilise avec ces annotations-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous êtes intéressé, on pourra voir. Vous pourrez vous renseigner. Mais c'est une méthode pour le faire. Et par contre, les objets doivent quand même être un peu mutables. Donc on peut s'inspirer des principes sans aller forcément jusqu'au bout parce qu'on est un peu limité par Hibernate. Sauf dans Hibernate 6 où là on peut utiliser carrément des records en tant qu'embeddable qui est sorti il y a très peu de temps. Donc, vous l'utilisez peut-être pas encore, mais ça peut être une raison pour y passer. Et donc après, donc là on a vu quelques principes, les Static Factory ou les wizards. C'est des astuces qui permettent d'enlever des codes smell comme les features en vie ou le tell don't task. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez poser des questions juste après là-dessus. Donc il y a plusieurs principes qui permettent de simplifier le code tout en s'assurant qu'il y ait plus de sécurité à la compilation. Après, une fois qu'on est passé par le constructeur et que les champs ne sont jamais réinitialisables, on peut se dire, tiens, ces champs-là ne sont pas nullables. Il y a des outils qui permettent d'annoter notre code, un peu comme en TypeScript où on dit que rien n'est nullable, sauf où on met des points d'interrogation, ce genre de choses. Donc ça permet d'avoir une sécurité en plus. On peut passer à la programmation fonctionnelle qui, elle, comme son nom l'indique, c'est des fonctions, donc des fonctions qui peuvent prendre des fonctions en paramètres. Mais l'un des piliers, c'est aussi surtout l'immutabilité des objets qui sont passés dans les fonctions. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. Kotlin qui gère un peu mieux ce genre qui a moins l'historique de Java, mais du coup qui gère un peu mieux les objets immutables. Ou le Domain Driven Design, donc tout ce qui est architecture hexagonale, qui permet vraiment d'extraire le domaine métier, les classes du domaine métier
sans avoir de dépendance à Hibernate ou à REST, ce genre de choses. Et donc du coup, on peut rajouter des vérifications sur ce domaine métier sans avoir à avoir de préoccupations techniques comme les unbindable qu'on a vu juste avant. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. J'ai mis quelques liens, donc je vous fournirai les slides par mail. Le Tell Don't Ask Principle, c'est ce qui a permis de. Enfin, c'est le principe qui a été appliqué quand on a fait les Wiz et les Static Factory. Donc c'est un principe qui peut être appliqué en dehors des objets immutables, donc ça peut être aussi sympa de connaître. Donc j'ai mis ça. C'est un exercice que j'ai fait récemment qui était assez sympa. Une vidéo sur le Lombok qui fournit énormément d'annotations, mais lesquelles utiliser en priorité pour avoir du code un peu plus maintenable, plutôt que d'avoir une grosse collection d'annotations qui font un peu tout n'importe quoi. Et les traditionnels raccourcis clavier pour faire du refactor, parce qu'il y en a besoin quand on change du code existant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que c'était pas trop abstrait. C'est bien d'avoir des objets immutables, mais en fait, je vois que tu supprimes sur le builder. Par contre, quand tu as un objet avec, par exemple, 15 paramètres, ton builder, si le constructeur, tu dois le recréer avec 15 paramètres. Et quand tu fais un nœud, c'est pas un peu chiant parce que tu peux pas tromper si tu as plusieurs int, tout ça. Ça amène pas des problèmes, ça? Il faut passer à Kotlin. Je crois qu'ils font les paramètres peuvent être nommés. Donc, du coup, quand tu fais un constructeur avec 15 champs, bah, tu peux mettre le champ 2 points à la valeur, ça permet de moins de tromper. Mais sinon, en restant en Java, en gros, si tu as trop de champs, c'est peut-être qu'il faut découper les objets en plusieurs petits objets. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, l'intérêt du builder, c'est quand même d'avoir les données et derrière, tu ne prends pas de champ. Bah, ouais, c'est l'inconvénient. Après, c'est une pratique, on peut l'appliquer ou pas. Il faut toujours, en informatique, il faut toujours peser le pour et le contre. Et puis, choisir les meilleurs compromis. Mais le but, les builders, j'ai vécu sur plusieurs projets, c'est effectivement au début ça marche bien, puis après on rajoute un champ, mais on est obligé de l'appeler à tel endroit parce que la base de code est grande, et puis à tel endroit on initialise qu'une petite partie, à tel autre endroit une petite partie, etc. C'est jamais les mêmes. Donc il faut toujours regarder dans tous les constructeurs, dans tous les builders, est-ce que je le rajoute là? Non, je le rajoute pas là, là je le rajoute, et donc il y a le risque d'oublier. Mais c'est pratique aussi les builders. C'est d'avoir des compilation. Des builders. Compilation, si tu n'as pas de paramètres, ce serait bien. Il y avait une pull request sur Lombok justement pour demander à ce que les builders, on appelle toutes les méthodes dans l'ordre, mais ils ont dit que non, c'était pas dans le scope du projet. Et ça aurait permis de simuler un petit peu les paramètres nommés. Si on a un builder où il faut d'abord appeler telle méthode, ensuite telle autre et tout, et qu'à la fin on a une méthode build, si on a tout appelé, là effectivement ça transformerait en erreur de compilation. Mais non, il n'y a pas ça. Après ça peut se faire à la main, mais sur 15 champs ça devient vite. Déjà sur 3 champs j'ai essayé, c'est assez chiant parce qu'il faut créer une quinzaine d'interfaces. C'est compliqué. Mais oui, on a... Nous en avons d'autres, mais je ne peux pas les séparer les autres. Bon, bah vas-y. Enchaîner les wizards, tu peux pas avoir des problèmes avec ça? Parce que tu vois, tu as un exemple avec le wizard, mais si tu fais 7 ou 8 wizards, ça veut dire que derrière tu crées une autre objet, tu vois. Si tu appelles, c'est le même principe que les builders, si tu appelles 7 ou 8 widths d'un seul coup, c'est que tu veux les appeler pour un geste métier en particulier. Donc est-ce que tu ne ferais pas un 9e wizard qui prendrait tous les paramètres Du coup, tu as le même principe. Si tu as plusieurs wizards, il ne faut pas en oublier un. C'est le même problème que sur les builders. Donc il y a peut-être la connaissance de pour tel geste métier, j'appelle les 7 à la suite. Peut-être l'encapsuler dans un. Parce que dans l'une des dernières versions de Lombok, par exemple, tu peux dire dans le builder, je veux créer une copie. Et du coup, à partir de là, c'est quand même sans problème de faire un objet de table.
On peut créer une copie. Ouais. Bon. Sans passer par les... Tu peux créer un builder à partir d'un objet. En fait, alors, ah oui, tu utilises un builder pour créer une copie. Ouais, parce que dans le builder, vraiment, tu peux créer la copie avec ton bloc et c'est un pratique quand tu fais une immutabilité. Ouais, ça peut être une solution aussi. T'as pas parlé de test, parce que l'un des intérêts des tests, ça aurait été de voir qu'il y avait ce genre de problème. Oui, parce que normalement, le but, c'est que moi, j'avais eu une présentation sur l'immutabilité où on disait qu'en fait, au niveau des tests, tu testes plus de choses avec l'immutabilité et t'évites 3 fois plus de bugs. Donc, tu as 3 fois moins de bugs avec l'immutabilité qu'avec le sans. Parce qu'en fait, comme tu as toujours des paramètres en entrée et que tu en as un sorti, tu testes toujours ton résultat. Ouais. T'as pas parlé de ça, pourtant, normalement, c'est l'un des. Ceux qui sont pour l'immutabilité, c'est aussi pour le test. Alors là, bah, sur le projet où il y avait les bugs, malheureusement, on n'a pas de test. Et en parlant avec d'autres personnes, je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Et donc oui, l'idéal ça aurait été d'avoir des tests pour dire, bah tiens, quand on modifie le montant, il faut que ce soit historisé, et puis on a le test qui pète. C'est pas le cas. Mais, donc ça peut être, on peut utiliser les deux. Si on n'a pas de test, on utilise l'immutabilité, et puis on peut rajouter des tests, puis après se dire que c'est un peu contraignant l'immutabilité, on garde les tests, et puis on enlève l'immutabilité. C'est des solutions différentes, des outils différents pour résoudre un problème. Il faut garder ça dans sa boîte à outils, en fonction du projet, en fonction... Mais oui, faites des tests, faites pas comme nous. Et ce qui m'a aussi choqué, c'est la réaffectation, tu vois, en fait, quand tu fais une immutabilité, toi tu la fais avec des sets. Normalement, par exemple, quand tu utilises des strings ou des entiers, des objets immutables, normalement tu réaffectes la variable. Tu vois, parce que l'objet immutable, si tu fais une integer de ton add, il te retourne un integer que tu dois réaffecter la variable. On n'a pas parlé. Bah, y a les... Parce que là, tu fais avec des sets, en fait, et souvent, quand tu parles d'immutabilité, quand tu recrées un objet, normalement tu le réaffectes. Et c'est un concept qui est aussi normalement lié à l'immutabilité. Là, je me suis concentré sur quelques classes. Il aurait fallu aussi transformer le price report, la classe price report en immutabilité aussi, en immutable aussi. Donc, je me suis dit, bah, cette partie-là, c'est stocké dans Hibernate, donc il faut quand même des setters. Donc, je sais pas, vous me direz si les slides étaient lisibles ou imbuvables. Je voulais pas rajouter en plus une classe. C'était déjà assez costaud pour une demi-heure. Mais oui, on peut pousser le principe jusqu'au bout sur la dernière classe. Sur les études qui ont été faites sur l'impact sur la mémoire, quand tu fais plus de nœuds, plus de copies, potentiellement tu as plus d'objets, plus de mémoire. Bah, grosso, faut pas faire d'optimisation prématurée. Oui, ça a un petit peu plus d'impact. Après, nous, en général, ce qu'on fait, c'est les sites web, du front qui appelle une base de données et tout. C'est plus les appels réseau qui sont vraiment consommateurs de temps. Après, le mémoire, oui, du coup, il faut un peu plus de mémoire. Oui, c'est une contrepartie. C'est vraiment, si vraiment tu as des problèmes de mémoire, bon là, effectivement, dans quelques cas particuliers, tu peux modifier, tu peux être un peu moins pur à un endroit particulier, mais ce sera rarement le cas. Et après, justement, avec les records en Java 16, ils ont plein de projets en cours pour améliorer Java, pour justement prendre ce genre de cas en compte. Par exemple, les strings, si on crée une copie d'une string, il y a des systèmes en interne pour que la JVM se dise « Ah, c'est les mêmes strings, je vais les fusionner ». Donc ça s'appelle l'interning. Donc il y aura ce même genre de fonctionnement sur les records. Donc il y a pas mal de projets. Des benchmarks, par exemple, avant, après, le passage à l'immutabilité, après, même si tu regagnes des données en moins, c'est aussi un pourcentage du gain. Si on ne le sait pas, en vrai, on peut avoir tendance à se l'optimiser.
général, le temps de développement, enfin, le temps qu'on met pour livrer une fonctionnalité est plus important que de rajouter un petit peu de RAM. Sur les bugs en moins, c'est quelque chose d'évolué aussi. Hein. Plus de mémoire, plus d'instances, tout ça peut être un coût financier qui peut aussi être à mettre en balance. C'est sûr. Après, peut-être pour moduler ce que tu dis, c'est des créations qui sont transitoires. Donc ils vont aller dans la InnoGen de la JVM et qui vont garder ce que tu dis. Ouais. Dans ton code, tu fais d'ailleurs une réutilisation d'objets. Tu vas faire Nesis. Ouais, il y avait ça aussi. Petite optimisation. Enfin, là, c'est plus une optimisation de métier pour ne pas écraser la valeur, mais ça fait une optimisation mémoire aussi. Mais c'était pas le but. Et la synchronisation, pour parler, tu as constaté un cas réel. Non, ça non. Heureusement, je fais rarement de code synchronisé. Mais c'est l'un des avantages aussi, si jamais on a un projet qui en demande. Je voulais savoir justement quel est le bénéfice par rapport au surcoût de l'immutabilité sur des cas comme ça. Il faudra qu'on fasse un test JMetal. Donc je ne sais pas. Question générale, on peut peut-être passer au buffet de pizza et si vous avez d'autres questions pour Sébastien, n'hésitez pas. Merci Sébastien. De rien.